Bonjour à tous, donc on s'apprête à démarrer le live avec Héloïse Junier sur le thème du sommeil de l'enfant. Donc je vois que vous arrivez tranquillement. Je vais épingler le sujet et puis certainement que Héloïse va nous rejoindre, peut-être qu'elle est déjà en ligne. Ah, super. Je vais, hop. Je vais pouvoir l'inviter à nous rejoindre. Ça fonctionne. Coucou Héloïse. Salut Vika. Alors, Tu m'entends bien? ma capacité à te rejoindre, mais je suis nulle en vidéo, mais ça a l'air de marcher. Super. Ah, mais là, c'est génial, c'est parfait. Ça a été rapide et ça a l'air d'être efficace. Bah, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bah, avec plaisir. Merci pour la... C'est super. On va pouvoir... Hop, j'épingle juste le sujet. On a déjà pas mal de personnes qui nous ont rejoints. Et j'ai eu quelques questions déjà en amont et je pense qu'on va en avoir d'autres sur le thème du jour et je vous propose de les consigner dans le petit onglet questions et on va y consacrer un long moment avec toi, Héloïse. Donc, à l'origine de ce live, donc c'était après la lecture de ton livre que j'ai là, que certainement beaucoup des personnes qui participent ont lu aussi ou ont entendu parler. Et c'est... peut-être, c'est un thème bien sûr qui revient régulièrement dans le cadre de l'accompagnement à la parentalité, qui te revient aussi sans doute régulièrement dans le cadre de tes fonctions de formatrice, psychologue auprès de professionnels aussi. Est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue peut-être la genèse, l'origine de cette envie d'écrire sur ce sujet, peut-être et les idées reçues que tu as eues sur ce sujet? Et je m'excuse déjà, enfin je sais pas si je m'excuse, mais j'ai un petit collègue aujourd'hui. Un petit humain à côté. C'est le, c'est le, c'est le faux départ du lundi avec un Là, enfant malade avec. pour travailler, je sais pas, mais... pourquoi ce livre? En fait, c'est drôle parce que, juste pour préciser, c'est que dans ma formation de psy, tu vois, qui a duré 8 ans, tout comme dans celle des médecins, des pédiatres, que je forme régulièrement sur la question, il n'y a aucun module qui porte sur le sommeil Mm. de manière approfondie, en fait. Aucun. C'est-à-dire que Mm. ni les médecins aujourd'hui sont outillés pour en parler aux familles de manière rigoureuse sur un plan scientifique. Donc, c'est quand même. D'ailleurs, les puères, C'est incroyable. Ouais. donc en fait, cette envie de m'intéresser au sommeil de manière vraiment très rigoureuse, elle est venue quand je suis devenue maman, forcément. Mm. J'ai eu un enfant qui ne dormait pas la nuit, enfin en tout cas qui se réveillait continuellement. Et je me suis dit, il y a deux solutions. Soit je vais tomber en dépression postpartum, c'est trop dur, les réveils nocturnes pendant 2 ans, j'y arriverai jamais. Je vais mourir avant. Soit je me disais, bon, bah, soit je vais prendre le problème à bras le corps. Et genre, je vais étudier le Mm. sommeil avec la rigueur comme pour une thèse, en fait, avec une vraie rigueur scientifique. Ouais. Je vais faire le tour de la question, je vais comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir déjà voir s'il y a un décalage ou pas avec ma fille ou est-ce que c'est normal et comment la faire dormir mieux. Et en fait, du coup, je suis vraiment Mm. dedans avec une envie en fait que ça s'arrange pour moi. Et ça a tellement changé ma vie, ma manière de voir le sommeil, que je me suis dit, bah, c'est trop bête, je vais en faire un livre, puisque de toute façon, comme j'écris des livres par ailleurs, c'était un peu mêler l'utile à l'agréable. Mais c'est vrai qu'en fait, en tout cas, ce que je regrette, c'est que j'ai pas été informée moi-même en tant que jeune maman et j'ai souffert du manque de connaissances scientifiques sur le sommeil. Alors que quand on Oui. fait plein de choses, en fait, après, c'est pas que laisse pas que ça s'arrange, mais en tout cas, c'est qu'on a une perception du sommeil qui est différente. Et ça change beaucoup de choses chez les parents. Ouais, oui, oui, tu as raison de dire que finalement, c'est souvent le décalage entre les attentes et le regard qu'on a sur un idéal de sommeil et puis la réalité et de ce qui est, de ce qui est physiologique. C'est cet écart-là qui crée le stress et la panique un peu des parents en général. Et énormément. En Ouais. fait, c'est comme Mm, aussi c'était sur France Inter pour en parler. Et en fait, je me suis mm, rappelé le cas d'une maman qui m'avait dit en consultation, ça avait marqué, c'était il y a peut-être 2-3 ans. Elle me dit, voilà, maman, mon bébé, donc je trouvais sur le sommeil de son bébé, même si c'était pas le sujet du jour. En fait, je dis, bah ouais, quand mm. mon bébé la nuit, elle me dit, bah ouais, il dort très bien, franchement. Il avait 7-8 mois. Je dis, bah tiens, elle a de la chance, elle. Je disais, mais il dort très bien, il se réveille. Elle dit, ouais, il se réveille, ouais, normal. Et après, je dis, Ouais.
mais combien de fois par nuit il se réveille? Elle me dit, bon, je sais pas, je compte pas, 4, 5, 6 fois, enfin, la vie, quoi. Et en fait, c'est une Ouais, maman qui était sud-africaine, je me souviens. Parce que ouais. je dis, mais 5, 6, 7 fois la nuit, le matin, vous vous levez toute fraîche, là? Elle avait l'air assez fraîche. Pour autant. Et elle me dit, bah oui, parce que c'est normal. Elle me dit, en fait, pour elle, la perception de la veille nocturne était normale. C'est-à-dire que dans sa Ouais. culture, elle a de la chance, elle n'était pas encore trop perméabilisée à la culture. Dans sa culture, un bébé qui se réveille la nuit, c'est normal. Donc, du coup, le parent, Mm. beaucoup mieux. Alors, dans notre culture à nous, les parents, l'une des premières questions qu'on leur pose, c'est est-ce que votre bébé fait ses nuits? Et du coup, Ouais. une pression pour que le bébé fasse ses nuits. Mm. Des pédiatres qui disent qu'il doit faire les nuits, le bébé, les nuits à 6 mois, 7 mois, 8 mois, ce qui est complètement fou. En plus, ça repose sur rien. Et du coup, à force que les parents pensent que leur bébé se réveille la nuit, il se dit, bah voilà, il a un souci. Donc, du coup, cette perception est déjà négative. Et à force de penser qu'il Mm. il tolère de moins en moins les réveils nocturnes. Donc, Complètement. Ouais. pour rétablir ça aux parents qu'un bébé a un sommeil qui est plus fragmenté que celui d'un adulte. Et c'est normal. Ouais. Voilà. Oui. Oui. Et d'ailleurs, le sous-titre de ton livre, c'est pour les parents qui ne font pas leur nuit, pour rappeler aussi que c'est une conception enfin, c'est un concept, quoi. Faire ses nuits, qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que les nuits de bébé doivent être celles des adultes? Et ça revient à ce que tu dis, c'est-à-dire sur la perception de ce qu'on a sur les besoins de l'enfant, quoi. Mais complètement. Mm. Et en plus, alors juste pour l'anecdote, mais quand même pour le côté faire ses nuits des parents, ça c'est vraiment pas juste une blague à part entière, mais on voit qu'il y a il y a des bons dormeurs, des bébés bons dormeurs et des enfants bébés mauvais dormeurs. C'est comme ça qu'on les qualifie. Mm. Mm. Et en fait, on voit que les bébés, les bons dormeurs et les mauvais dormeurs se réveillent autant l'un que l'autre. C'est juste que tu as les Ouais. dormeurs, eux, qui vont appeler leurs parents pour les réveiller Ouais. par la suite. Je veux dire, il y a autant de réveils nocturnes quelque part. Donc, il faut vraiment aussi prendre beaucoup de distance par rapport à ça. S'enlever une pression. Oui. Oui. Ouais. C'est partie de la vie. Moi-même, cette nuit, je me suis réveillée. Bon, bah, j'ai 35 ans, je n'ai pas fait ma nuit. Voilà. Pour autant, Ouais. tu vois, il y a vraiment il n'y a pas d'âge où on fait ses nuits, en fait. Il n'y a pas de Oui. Ouais. Ouais. relativiser cette pression-là. Ouais. Et comme tu dis, finalement, ce qu'on va plutôt regarder, c'est le volume d'heures de sommeil sur 24 heures en fonction de l'âge, peut-être, pour voir si l'enfant a cumulé suffisamment d'heures de sommeil pour évaluer s'il répond à son besoin de dormir, quoi, de sommeil, tout simplement, plutôt que de compter Ouais, le nombre de réveils. c'est vraiment une bonne chose à faire. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent des parents en consultation qui me disent, voilà, il dort beaucoup, il dort pas assez, il fait 5, 7, 10 réveils la nuit, il dort pas de la nuit. Des fois, ils me disent, il dort pas Mm. de la nuit. En fait, ils dorment leur bébé la nuit. Mais c'est juste qu'ils Oui. ont un rythme. Et en fait, la première, je leur recommande systématiquement, c'est de dire, mais vous faites un agenda du sommeil. Faites-le. Mm. Alors ça, c'est chiant à faire, hein. C'est très long, c'est fastidieux, c'est horrible d'arriver jusqu'au bout. Ah, c'est encore pire que les réveils nocturnes, j'ai l'impression. Donc en fait, l'idée, c'est que sur une semaine, le parent note les réveils de l'enfant, les temps de sommeil, les pleurs, Mm. tout en fait. Et au bout de la semaine, alors le mieux c'est de faire sur 10 jours, mais bon, au bout d'une semaine déjà, il voit un peu le rythme global de son enfant et il va pouvoir objectiver comme ça les réveils nocturnes, petit 1, Oui. temps Oui. de sommeil, petit 2. Et ça, il faut dire que quand un parent perçoit le sommeil de son enfant, souvent c'est une perception qui est très subjective. En plus, quand il est fatigué, c'est encore pire pour lui, c'est normal. Bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Donc prise de recul, je Super. pense, c'est le premier Ouais. Ouais. monde d'ailleurs dans le cas des problématiques de Ouais. Ouais. Alors, je vous encourage à poser vos questions et moi, j'en ai déjà quelques-unes qu'on m'a envoyées en privé. Et si ça te va, Héloïse, on va traiter question par question. Ça nous permet de continuer la discussion autour de ce thème. La première de Jeanne qui est: est-ce peine perdue d'essayer de modifier le rythme de sommeil de mon bébé? Mon fils a 5 mois, démarre ses nuits à minuit et dort ensuite toute la matinée avec quelques tétés entre-temps. Comment faire? Comment agir pour qu'il démarre ses nuits plus tôt? C'est une question qu'on voit souvent hein, pour peut-être calquer un peu plus le rythme de sommeil de l'adulte et de tout le monde en général, quoi. Ouais. Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Alors, autant pour l'enfant un peu plus âgé, on peut avoir plusieurs réponses, autant pour un enfant si jeune. En fait, le problème, c'est que le bébé de 5 mois Mm, est tellement en plein développement que la semaine suivante, son rythme peut encore changer. Et la semaine encore suivante, il peut encore changer. Et c'est vrai qu'il est en tel boom développemental sur tous les plans, au niveau du sommeil, au niveau du langage, au niveau de la motricité, au niveau de la sociocognition, que c'est difficile en fait de trouver un rythme qui sera calé au rythme de l'adulte. Et souvent, quand on arrive mm, à amorcer un peu des siestes plus tôt, plus tard, pour le faire caler à l'adulte, la semaine suivante, ça part en cacahuète parce qu'en fait, il a encore changé, il a encore un développement. Donc c'est vrai que ouais, là, ouais, même c'est jusqu'à l'âge de, de 12, 18 mois, je trouve il y a une grande variabilité de sommeil et les rythmes changent trop continuellement pour pouvoir vraiment le caler à celui de l'adulte, quoi. Mais ouais.
après, des fois, on y joue à coups de biberon, plus tard, plus tôt, mais après, enfin, toutes les initiatives que j'ai réussi, enfin, que j'essaie de faire avec les parents, tous ces projets-là, à chaque fois, ça capotait. Enfin, c'est trop compliqué pour un tout petit bébé. Son sommeil est très, très Oui, compliqué sur la journée et la nuit pour que ça fonctionne de manière. Ça va jamais dans le même sens. Mais bon, en tout cas, il faut savoir que si imaginons un bébé a un sommeil qui est pas trop calé à celui de l'adulte et que ça n'arrange pas les parents, que le parent se dise surtout, c'est transitoire. C'est-à-dire que c'est une phase et peut-être la phase suivante, qui arrivera peut-être dans 2 mois ou dans 2 semaines, ça va encore changer et après ça rechangera encore. Donc je pense qu'il faut pas trop essayer de toucher le sommeil du bébé parce que généralement, petit 1, ça marche pas et puis petit 2, de toute façon, c'est transitoire, quoi. ouais, et puis ça peut être même contre-productif, quoi. C'est-à-dire que ça va le contrarier et puis peut-être ne pas aider les changements après, quoi. Mais donc tu dis 12-18 mois, c'est l'âge où il commence à se réguler. Enfin, tu dis Bah, en fait, y a pas vraiment d'âge. Disons qu'on voit que plus l'enfant ouais. son sommeil un peu a comment dire, un rythme un peu plus, alors pas adulte, pas du tout, hein, mais un rythme un peu plus stable. En fait, il se Mm. consolide un petit peu. Et c'est vrai que je trouve que vers 24 mois, 18-24 mois, il y a vraiment une première forme de consolidation du sommeil. Coucou, petit chou. Oui, Et avant, en fait, c'est très en dents de scie, en fait. Très en dents de scie. ouais, ouais, ouais. Faut être patient. Mais c'est Ok. sur le moment, en fait. Quand bébé se réveille tous les matins à 5 heures, par exemple, ouais, ça arrive. Mais c'est transitoire. Ouais, ouais. Ok. Une question de Aurore. À partir de quel moment on doit s'inquiéter sur le sommeil de son enfant quand il est cerné, très souvent malaise, pas beaucoup d'appétit? Alors, c'est vrai que des fois, ça arrive que l'enfant manque vraiment de sommeil, mais objectif. Alors, non, on a des signes de fatigue la journée chez son enfant, alors qu'il soit d'ordre Mm. physique, effectivement, la cerne, je sais pas, ça peut être simplement un enfant qui tombe souvent malade ou même psychologique, de Mm. irritabilité, manque de régulation des émotions, du comportement, agitation. C'est ça que chez la fatigue, chez l'enfant, elle se manifeste plus par genre de l'agitation, la suractivité, que vers Ouais. un peu dépressif comme comme l'adulte, quoi. Genre, nous, quand on est fatigué, on est tout mou, enfin, ça se voit. Mm. La fatigue se ressort beaucoup par l'alimentation. Donc du coup, quand on cible vraiment, quand on cible la journée des symptômes objectifs de manque de sommeil chez l'enfant ou de fatigue chez l'enfant, donc premier réflexe, agenda du sommeil. On essaie de voir vraiment combien d'heures objectivement il dort. S'il Ouais. dort pas suffisamment d'heures, on essaie de voir qu'est-ce qui se passe pour qu'il dorme. Mm. Et des fois, il se trouve que dort suffisamment d'heures selon ses normes de développement. Alors là, les heures, on les a de manière. Il faut prendre les stats officielles. Alors, je ne les ai pas en tête pour tous les âges, mais on prend les stats officielles de la Fondation du sommeil américaine ou les stats Ouais. américaines. Bon, là, voilà, il faut prendre les stats officielles, hein, pas les stats qu'on trouve un peu à la vite sur les sites. Et si on Mm. donc s'il est en dessous la fourchette basse de son âge de manière significative et qu'il y a en plus des signes de fatigue, là, on essaie de réévaluer, on essaie de voir qu'est-ce qui se passe. Mais des fois, il se trouve que les enfants dorment suffisamment selon leur tranche d'âge, et pourtant, ils ont des signes de fatigue très importants le lendemain. Donc là, on va s'interroger plus sur la qualité du sommeil de l'enfant en lui-même. Genre, peut-être qu'il dort suffisamment, mais qu'est-ce qui se passe la nuit? Je sais pas, est-ce qu'il y a une veilleuse, par exemple, trop forte? Est-ce qu'il y a trop de réveils nocturnes? Est-ce qu'il fait des cauchemars? Est-ce qu'il a de l'anxiété? Qu'est-ce qui fait que son sommeil n'est pas peut-être pas aussi réparateur qu'un autre sommeil? Ouais. 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 Voilà, ouais. Effectivement, le fait d'objectiver, en tout cas factuellement combien de temps il dort, c'était une proposition aussi d'une personne qui est intervenue tout à l'heure par écrit d'instaurer la fiche de rythme en fait, comme on peut voir parfois en multi-accueil, mais de la mettre aussi à la maison pour plutôt que de se faire une idée. Puis comme tu dis, quand on est fatigué, on a l'impression qu'il dort tout le temps, mais jamais, mais on sait pas, et puis nous on dort pas non plus. Enfin, on s'embrouille un peu, et le fait de rendre un peu plus factuel les choses, ça peut aider. On a tous vécu. Ouais. Merci Héloïse. Et puis tu sais, ça me fait penser, puisqu'il y a une question, il y a Angie aussi qui pose une question, mais qui est reliée. Parfois, on peut mettre en compétition l'alimentation et le sommeil, surtout dans les premiers mois de vie, tu sais, où on se dit, ah, mais on m'a dit de le réveiller pour lui donner à manger, parce que sinon il va pas prendre assez de poids, mais si je le réveille, après, ça va troubler son sommeil. Enfin, tu vois comment alors, il y a à la fois le biberon hein, qu'on doit donner, puis à la fois l'allaitement à la demande qui, parfois, pour quelques professionnels, peut-être pas spécialisés, vont aller demander à la maman de réveiller l'enfant pour lui donner le sein, ou tu vois, comme s'il y avait une compétition entre l'alimentation et le fait de préserver le sommeil. Enfin, tu vois, enfin, je te laisse Mais oui, je vois nous très en parler. Mm. bien beaucoup. Alors après, pour le tout petit, après, moi, je suis pas pédiatre, je ne pas sur ce chemin de la pédiatrie, donc c'est plus à mes collègues pédiatres de répondre. Enfin, ce serait plus, mais ils sont pas là, donc.
pas, mais en tout cas, effectivement, ce que j'ai lu moi dans les recherches, l'enfant a un poids qui est suffisant. Donc, il n'y a pas d'hypotrophie, il n'y a pas de petit poids, il y a pas de gastro en cours, il n'y a pas de maladie en cours qui objectiverait une raison de réveiller l'enfant. Donc, au-delà de Mm. ça, on estime que l'enfant avec un poids suffisant est en capacité de faire du coup des nuits en cas complètes sans, pas sans se réveiller, mais sans manger. Donc, effectivement, Mm. ouais, des fois, je pense qu'il y a une idée reçue, mais chez beaucoup de parents, d'aide de pro, en fait, que quand l'enfant se réveille et qu'il se met à pleurer la nuit, c'est parce qu'il a faim. Et en fait, le je pleure Oui. et faim Mm. vient très souvent. Alors, sur un plan objectif, il n'y aurait pas vraiment de raison de manger la nuit. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui vont, alors, soit effectivement, qui vont réveiller leur enfant pour qu'il mange, parce qu'ils sont inquiets pour sa courbe de poids. Mais ça, généralement, c'est tout petit, par la suite, ça n'arrive plus. Mais soit, effectivement, dès que l'enfant se réveille, ils vont le nourrir et alimenter comme ça ce qu'on appelle un syndrome d'alimentation nocturne, où l'enfant finit Oui. réveillé pour manger la nuit. Donc, Mm. même plus besoin de le réveiller en fait. Mais c'est vrai que généralement, après un certain âge, on déconseille le biberon la nuit. Alors, biberon, pas l'allaitement, hein, c'est vraiment particulier, mais le lait industriel, pour ne pas casser ce rythme de sommeil la nuit, pour ne pas risquer de créer une forme de trouble du sommeil lié à l'alimentation. Mais en tout Oui. cas, Ouais. petit, hors raison médicale pour le faire manger, c'est pas pour ça qu'il dormira mieux en tout cas. Parce qu'à la base, Ouais. l'enfant est très différent de celui de l'adulte et puis il est naturellement plus fragmenté. Mais c'est vrai qu'il y a un lien très fort qui est fait avec l'alimentation, ouais. Très très souvent. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis dans les deux sens, parce que c'est à la fois, là, tu vois, il y a Angie qui nous demande pour son bébé, enfin, pour qui on a conseillé des réveils la nuit pour ne pas espécer de plus de 4 heures les tétés. Je pense que c'est un cas particulier, hein, parce qu'elle nous précise qu'il est né en avance, à 2,7 kg, Ah oui, bien qui sûr. grossit. Donc, je pense que c'est un cas particulier, donc c'est peut-être à considérer à part. Et puis, à l'inverse, euh, mais enfin, comme tu dis, je m'embrouille un peu parce que j'essaye de lire les questions, mais tu vois, des mamans qui s'inquiètent de savoir jusqu'à quel âge on se réveille pour des tétées nocturnes. Là, on n'est pas sur des biberons, tu vois, mais sur les tétées, avec aussi cette question de mais est-ce que c'est normal qu'un enfant se réveille la nuit pour téter? Est-ce que je dois lui dire non? Est-ce que, tu vois? Alors ça, alors tout ce qui est allaitement, ça c'est un sujet qui est extrêmement brûlant, polémique, Hmm, hmm. cool. L'allaitement, alors d'un point de vue très objectif, hein, parce que j'ai étudié les recherches qui portent sur l'allaitement et le sommeil. Alors, Oui, très objectif, on voit que les enfants qui sont allaités ont plus de risques de réveil nocturne, enfin ont plus de risques de se réveiller la nuit que les enfants qui nourris au biberon. Alors l'hypothèse effectivement qui est avancée souvent, c'est que le lait serait plus aqueux, il serait fait pour que la prise de lait serait faite pour être renouvelée plus souvent la nuit. Et puis voilà, il y a toutes les compositions qui font que la mélatonine change et que le lait est vraiment adapté pour être aussi donné de manière régulière, plus régulière la nuit. Donc en fait, enfin, après, il y a des bébés aussi qui sont allaités, qui dorment très bien la nuit dès le début, et on se dit, mais c'est injuste, parce que les mamans, elles ont toute cette chance-là. Mais en fait, ce qui compte, en tout cas, c'est que c'est une balance bénéfice-risque. En fait, moi, je connais plein de mamans qui arrivent à tenir l'allaitement la nuit. Donc, si, enfin, même un bébé qui réclame, je sais pas, 4 fois par nuit à 10 mois, ça me choque pas, en fait. C'est juste que ouais. comment, le matin, elle arrive à enquiller avec son boulot, à se réveiller, Hmm, elle est toute fraîche et pour aller travailler. En fait, il y a une réalité quand même, c'est que dans notre société, à nous, les femmes travaillent le lendemain, que les réveils nocturnes sont peut-être moins tolérés que quand la femme est épaulée par toute une communauté dans des pays plus traditionnels, par exemple. Donc, en fait, c'est à la maman de sentir si elle continue à donner le sein la nuit, c'est carrément possible. C'est super pour son bébé, super pour elle. Mais après, est-ce qu'elle arrive à supporter la fatigue le lendemain, en fait? Donc, c'est vraiment une question de bénéfice c'est ça. très personnelle. Et là, je pense que c'est à chaque parent de trancher pour sa propre perception à lui. Mais dans le cas, c'est vrai que c'est une vraie question. En tout cas, Ouais. la dernière fois, il y a une maman qui me disait, voilà, mon bébé a 8 mois, il se réveille 5 fois par nuit pour téter. Enfin, non, peut-être 3, 4 fois, je sais plus. Mais en tout cas, c'est quand même quelques fois. Elle me demandait si c'était normal. Ça me paraît normal. C'est juste que, Hmm, est-ce que tu le supportes le lendemain, en fait? C'est ça. bien sûr. Et tout maman Oui, n'en peuvent plus, en fait. oui, oui, oui. C'est à soi de savoir si on est capable, oui, comment on le vit, quoi. Qu'est-ce que ça nous amène? Qu'est-ce qu'on y perd? Qu'est-ce qu'on y gagne de garder cette pratique ou pas? Et ouais, ouais. Mm. Après, il y a des parents souvent qui commencent vers 1 an à couper court l'allaitement la nuit parce qu'ils n'en peuvent plus. Mais bon, c'est déjà 1 an d'allaitement la nuit, c'est bien. Presque après, Bien sûr. c'est la journée, donc c'est un grand bordel. Faut essayer de rééquilibrer. Ouais, Bon, c'est un choix personnel. ouais, Vraiment, chaque maman a décidé. ouais, ouais. Oui.
C'est ça. Chaque maman enfin, est accompagnée aussi différemment, comme tu dis, parce que c'est la balance bénéfice-risque et puis de... Ouais. Réalité, hein, qui dorment toute la nuit depuis le début. Ça, c'est Bah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. une généralité. Ouais. Un autre sujet qui était important de voir avec toi aussi, c'est Jubre qui demande la présence d'une veilleuse permanente dans la chambre peut-elle nuire au bon sommeil euh, et empêche l'enfant de se rendormir dans le noir? Alors complètement. C'est à l'enfant en question? C'est peut-être pas indiqué. Il y a pas, c'est pas indiqué. Je sais pas si Jubre nuit, si tu es encore là, peut-être de nous dire. Peut-être une réponse un peu transversale. Alors ce qui est mieux, en fait, l'idéal, c'est de dormir sans rien. Genre sans Hmm. stimuleux, avec une neutralité sensorielle absolue. Et ça, ce serait l'idéal. Ouais. Donc pour un bébé, déjà, un bébé n'a pas peur du noir, effectivement. La peur du noir, elle émerge plus tard. D'ailleurs, elle serait peut-être aussi en partie culturelle. En tout cas, bref, elle n'est pas Hmm. dans l'enfance. Donc si un bébé supporte dormir dans le noir, enfin, généralement, un bébé supporte dormir dans le noir, on éteint les lumières, on met pas de veilleuse. Mais il se trouve que vers 2-3 ans, les choses se corsent quand Hmm. on commence à avoir peur du noir. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et là, on achète une veilleuse. Et souvent, on achète une veilleuse pourrie parce que celles du commerce sont généralement très, 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 très mauvaises. Parce que généralement, les celles du commerce sont blanches, déjà. Beaucoup sont blanches. Alors, c'est vraiment la lumière qu'il ne faut absolument pas avoir dans la nuit. Elles sont souvent trop fortes, trop intenses. Et encore pire, il y en a qui diffusent des trucs au plafond, donc ultra stimulantes sur un plan visuel. Et d'autres, Hmm. pire, qui mettent de la musique en même temps. Donc, Et ouais. c'est vraiment, c'est que sur la périculture, l'un des objets de périculture qui sont adaptés au bébé, ça reste la veilleuse aujourd'hui. Ouais. Du coup, moi, j'avais essayé de trouver une veilleuse dans le commerce. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup eu de mal, puisque même les veilleuses qui étaient dites un peu orangées, chaudes, elles étaient toujours trop fortes. Donc, en tout Hmm. cas, l'idéal serait une veilleuse. Donc, l'idéal de l'idéal, c'est une veilleuse qui a les caractéristiques suivantes. C'est une veilleuse, du coup, qui a une couleur orangée, Hmm. pas blanche, pas bleue. On veut du orange. Une veilleuse qui soit de très, très, très faible intensité. Et ça, on n'en trouve pas. J'en ai jamais trouvé dans le commerce. Hmm. Donc, généralement, ce que je fais, moi, c'est que je mets un livre devant, un jeu devant, je mets enfin, un truc autour, un linge autour pour absorber un peu la lumière, pour l'atténuer. Une veilleuse qui se branche la nuit, c'est-à-dire qu'il y a des veilleuses qui sont sur pile, mais la pile, au bout de 3 heures, elle s'éteint. Donc, l'enfant qui se réveille Hmm. dans un environnement lumineux différent de celui d'endormissement, ça peut être effrayant pour les enfants, ça peut ne pas rassurer l'enfant. Donc, on va faire une veilleuse qui se branche à la prise pour être sûr de ne pas s'éteindre. L'autre caractéristique qui est intéressante aussi, c'est une veilleuse qui diffuse du coup aucun son. Elle est pas Ouais. c'est pas dance floor, hein, aucun son, aucune image au plafond, elle change pas de couleur bien sûr, et surtout disposer le plus loin possible de la tête de l'enfant. Faut pas que Hmm. l'enfant ait la source lumineuse à proximité même de ses yeux, donc faut la mettre idéalement dans le couloir et on en trouve très ça c'est vraiment l'idéal comme veilleuse, mais ça se trouve peu et c'est peu fréquent dans les familles, hein. Et donc il y a beaucoup d'enfants effectivement, pour répondre à la question initiale, qui se réveillent la nuit. Ouais, tu vois, ils ont un micro-réveil classique qui peut se transformer en plein réveil parce qu'il y a un signal lumineux qui est beaucoup trop fort pour eux, Oui. Ouais. leur mélatonine et du coup freiner leur endormissement. Ouais, non, Hmm. c'est un problème. On pourrait faire une thèse dessus, quoi. Mais oui, il faudrait créer des veilleuses. Il faudrait. Et même là-dedans, c'est pas mon truc, mais allez-y. Ouais, c'est ça. Ok, super, merci. Touk touk touk. Je vais reprendre les questions. Un bébé qui dort avec ses parents dans le lit, est-ce une mauvaise habitude? Une amie se pose la question. Son fils a 8 mois et ne veut plus dormir dans son lit. Il ne dort qu'avec ses parents. Elle s'inquiète. Que faire? Alors ça, Ça c'est aussi, c'est une question récurrente, hein. très récurrent. Et beaucoup, beaucoup de parents ont peur pour ça. C'est une question qui anime beaucoup les parents et qui les inquiète beaucoup, beaucoup. Et c'est une question Ouais, qu'on a dans le franco-français, la culture française. ouais. D'ailleurs, c'est un sujet de grands débats et pareil, de grandes controverses. En bref. Alors déjà, d'un point de vue très objectif, une fois de plus, hein, j'essaie d'avoir toujours un point de vue pas culturel, mais de sortir un peu de champ culturel, donc je peux penser parfois. Euh, pour le bébé, autant le partage de chambre, donc ce qu'on appelle le room sharing, mais avec un accent portugais, le partage de chambre, est encouragé par l'association, l'académie pardon, américaine de pédiatrie, parce que ça limite le risque de mort inattendu du nourrisson. Autant le partage de lit, pour la première tranche de vie, le 0-6 mois, on va faire attention, on va éviter. En fait, au mieux, il faut toujours que l'enfant ait le dos à côté du lit du parent, avec une surface vide, sans doudou, sans tour de lit, sans coussin, sans couverture.
et qui soit quand même à proximité du parent. Ça, c'est un peu la situation idéale. Donc là, il n'y a pas trop. Mm. Mais après, le sujet arrive quand l'enfant commence à grandir. Genre 8 mois, c'est la question, 10 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Est-ce que l'enfant doit rester, enfin, peut rester plutôt dans le lit du parent ou est-ce qu'on le met dehors parce que X raison? Et c'est là que le sujet commence. Mm. Avant le duel, nous ne commence Mm. pas avant les statistiques. Et en fait, là, il y a des psys qui vous diront, bah non, surtout pas, pas de cododo, c'est malsain, le lit, c'est réservé à la sexualité des parents, c'est pas fait pour les enfants. En plus, le bébé, l'enfant est à côté du corps du parent, ça va être, on va réveiller des fantasmes incestueux chez lui parce que le DIP, etc., etc., etc. Ça, c'est un discours qui est français. Quand Mm. on prend un peu de distance et on regarde un peu la map monde avec un regard un peu plus anthropologique ou interculturel, on se dit, mais comment les enfants dorment à l'autre bout de la planète? Et on voit qu'en fait, exemple, il y a des cultures où le partage le sommeil est partagé et monnaie courante, en fait, et même une norme. Et les enfants dorment avec leurs parents, ils n'ont pas plus de problèmes de sommeil que les autres, ils n'ont pas plus de problèmes de dépendance affective que les autres, pas plus de problèmes psychologiques que les autres, et même des chambres où il y a plein de matelas par terre, où c'est des chambres dédiées au sommeil partagé de la famille. Donc du coup, à mon sens, avec mon regard un peu interculturel, il n'y a pas de limite d'âge pour le sommeil partagé, et chacun fait ce qu'il veut. Il faut juste que parent, que chaque parent soit OK avec ce projet. Mais Ouais, ouais. on est quand même dans un pays où la norme, c'est de faire dormir l'enfant dans sa chambre, le plus tôt possible, disons-le quand même. Mm. Famille, même si elles savent que c'est culturel, même si elles savent que c'est culturel, tout ça, au bout d'un moment, elles se heurtent à la pression de l'entourage, en fait. Mais en tout cas, à mon sens, il n'y a pas de limite d'âge pour dormir avec son enfant. Tant que voilà, la situation est équilibrée, la famille est OK. Voilà. Ouais. Mais c'est un vrai débat. Oui, encore une fois, oui, c'est une histoire de perception et puis de regard que de la société sur nos pratiques intimes, quoi, au sein des familles Ouais, absolument. ouais, ouais, Même en Angleterre, ils ne se posent pas tant de questions. Même en Allemagne, ils ne se posent pas tant de questions. Mais en France, ouais, on n'est pas à l'aise avec la proximité physique entre le corps de l'enfant et le corps de l'adulte. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ouais, 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 est une question aussi. complètement. Ouais, ouais. Merci Marine. Dis-nous si ça te convient comme réponse. À partir de quel âge faut-il introduire, ou bien j'entends là, peut-on introduire des rituels de sommeil? C'est Elbul qui nous demande ça. Alors, en fait, les rituels, enfin, même les rituels tout court, très tôt dans la vie, on peut commencer à introduire. Je dirais qu'on Hmm. commence à être vraiment sensible vers l'âge de. Bon, bah, à l'âge de 3-4 mois, je dirais qu'il y a déjà son rythme peut être cadencé, ritualisé. Et en fait, naturellement, on se rend compte que quand on s'occupe d'un bébé, on a toutes sortes de rituels, genre pour changer la couche, pour le nourrir. Et en fait, Hmm. ce qui est intéressant, c'est que donc, l'enfant n'arrive pas à mentaliser le temps qui passe. Enfin, un tout petit, par exemple. Je parle d'un nourrisson. Oui, Il a du mal à se dire, ouais, ouais, une demi-heure. Enfin, même un enfant de 3 ans, c'est pareil, cela dit. Hein. Ils ont du mal quand même à jalonner le temps avec des repères spatiaux. Voilà, ils sont encore hmm. temporels, pardon, ils sont encore très jeunes. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que leur cerveau est sensible à la redondance de l'environnement, à la prévisibilité. Par exemple, dès que telle action a lieu, si après cette action A, il y a l'action B et l'action C qui arrivent, l'enfant pourra anticiper au fur et à mesure, si cette guirlande-là est répétée, l'action D le jour d'après. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, au bout de 3 stimuli identiques, l'enfant arrive à anticiper le quatrième stimulus à l'identique des précédents. Donc, plus l'environnement sera prévisible, Prévisible, oui. 3 jours, 4 jours, une semaine, 2 semaines, plus l'enfant pourra anticiper ce qui lui arrive. Et donc, plus l'enfant peut anticiper des rythmes d'endormissement, plus il pourra anticiper que la séance du sommeil arrive, moins il s'en tient en vigilance, et du coup, plus ça pourra faciliter son endormissement. Donc ça, Ouais, dans la vie, en fait. Donc les rituels, généralement, on les met en place assez naturellement, mais c'est vrai que vers 3-4 mois, on peut commencer à les ficeler un petit peu plus, peut-être. Sans ouais, obsession non plus, mais voilà, on y est à l'écoute, on reste à l'écoute en tout cas. ouais. Je sais. Est-ce qu'on est d'accord que ces rituels-là peuvent amener les transitions, les changements? Je te le dis pour faire un lien avec une autre question qui se pose, parce que finalement, les rituels, donc le fait d'amener un environnement prévisible va rassurer l'enfant Ouais. au point qu'il puisse accepter peut-être certaines transitions. Il y a Oli qui nous parle comment accompagner un enfant qui a été longtemps dans la chambre des parents vers sa chambre à lui. Je pense que le repère, c'est une partie de la réponse. Enfin, tu vas peut-être nous le confirmer, mais de mettre en place des rituels et de rendre peut-être cette transition assez prévisible pour l'enfant pour qu'il accepte ce changement. Mais c'est exactement ça en fait. C'est que tout changement de sommeil, il faut savoir que les habitudes de sommeil des enfants ne sont pas irréversibles.
souvent, les Mm. parents ont peur de l'irréversibilité du sommeil de l'enfant. Oui. Pas du tout. Ouais. Ils sont extrêmement flexibles. Parce que quand on va introduire un changement dans la vie, enfin, dans la vie de sommeil d'un enfant, effectivement, déjà, on va l'anticiper. On évite au mieux d'improviser. Bon, après, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mm. Et en fait, quand on anticipe, on va faire attention à ce que ce changement-là ait lieu de la même manière tous les jours. Par exemple, imaginons qu'à pas de jour au lendemain, c'est souvent le cas, hein, c'est normal. Le bébé, on décide qu'il est dans sa chambre et plus dans la nôtre. Du coup, on va mettre en place toute une gamme de rituels adaptés à sa chambre. Donc, on va prendre dans les bras, on va changer sa couche, on va le mettre, je sais pas, la turbulette, on va lui faire un bisou, il va éteindre la lumière, nanana, dans le lit. Et en fait, quand c'est le fait que ces actions-là soient répétées dans le même ordre, dans la même disposition, dans sa chambre à lui, il pourra, au bout de, pas tout de suite, hein, mais au bout de 3 4 jours, anticiper que le prochain couchage, du coup, se fera dans son lit à lui. Donc, c'est vrai qu'il Oui. faut vraiment être assez, du coup, comment dire, ouais, assez répété dans les actions pour favoriser cette transition-là, justement. Oui. Oui. Après, Ouais. les parents font, parce qu'il y en a pas mal qui me disent ça, c'est que par exemple, ils essayent de tester tous les jours des rituels différents pour voir si ça marche. Mm. Est-ce que ça marche? Mais en fait, le truc, c'est que pour qu'on soit sûr si un rituel marche ou pas, il faut le tester au moins une bonne semaine pour que l'enfant ait le temps d'anticiper. Parce que sinon, en fait, ce rituel, c'est juste un gadget de plus, en fait. C'est ça que Bah oui. le Oui. rituel, on ne le fait pas tout le temps, on le fait au moins toutes les semaines, 2 semaines, mais pas moins, en fait. Mm. Un rituel. Ouais. Ouais. Oui, parce que finalement, le rituel est vraiment rituel de la façon dont on le propose, de façon ancrée, répétée, rassurée. Parce que si finalement on est fragile dans les rituels et qu'on change, souvent c'est plus un rituel, quoi, c'est ça. Et c'est vrai que souvent, les rituels dans les familles, enfin, pour avoir interrogé pas mal, changent beaucoup. Genre samedi Mm. soir, il se couche plus tard, on change de rituel. En fait, idéalement, même si l'enfant se couche plus tard, enfin, qu'importe, l'idée, c'est quand même d'avoir ces rituels-là qui sont répétés. Ouais. Sinon, effectivement, c'est plus des rituels. Et ça, Ouais. une Ouais. recherche, enfin, il y avait, je me rappelle d'une étude de méta-analyse qui est portée sur plus de 10 500 enfants, ce qui est quand même énorme, âgés entre la naissance, entre 3 et 5 ans. Et en fait, on voyait que le respect des rituels tous les soirs, de la semaine, tous les soirs de la semaine, ce qui est un peu chiant, mais c'était comme ça favorisait petit un temps d'endormissement plus court, ça limite Ouais. le réveil nocturne et ça améliorait aussi la qualité du sommeil. Donc vraiment, c'est un Ouais. enjeu important. Le rituel, c'est l'un des premiers conseils qu'on donne aux parents pour avoir un meilleur sommeil la nuit pour leur enfant. C'est ça, clairement. Ouais. Ouais. C'est des conseils, Ouais. d'accord. Super. Il y a Oli toujours qui nous demande si l'enfant se lève, malgré le rituel, se lève 10 fois par nuit et souhaite retourner dans le lit des parents, comment faire? Ben alors ça, enfin, j'ai pas de réponse toute faite, hein. Ça, c'est moi, en tant que maman, C'est ouais. quand j'ai l'enfant, je me trouve dans mon lit et je dors, quoi. En fait, j'en fait, je trouve ça drôle qu'il m'avait dit le plus important, enfin, en plus, ce médecin, je trouvais quand même assez novateur quand même par rapport à la culture ambiante, mais il disait le plus important, c'est que la maisonnée dorme au bout d'un moment. Mm. Je pense qu'on préfère. Mm. Clairement, moi, je préfère le sommeil parce que j'ai envie de dormir la nuit et le manque de sommeil, je le vis très mal. Mm. Le parent veut, en fait. Si le parent veut absolument que l'enfant dans sa chambre pendant cette période-là, ben, il se relève à chaque fois, il rassure l'enfant, Mm. il appelle en Mm. rendormissement, il s'en va. Si au bout d'un moment, il en a marre, il n'a pas trop d'autres solutions, que l'enfant n'est pas encore assez raisonnable, entre guillemets, hein, dans le sens où il ne peut pas raisonner, Mm. il le prend dans son lit jusqu'à ce que la phase passe. C'est vraiment à chacun de voir, en fait. Il n'y a pas de réponse Oui, idéale. Mais pareil, c'est une balance bénéfice-risque. C'est pas ce qu'on c'est privilégie. ça, ouais. Et puis tu as raison parce que c'est vrai que finalement, on peut suggérer à un parent de raccompagner l'enfant de façon sereine, de le rassurer, de l'accompagner à se rendormir. Mais si un parent le fait de façon agacée, c'est comme s'il avait rien fait ou pire, c'est comme s'il avait, tu vois, c'est comme s'il faisait marche arrière. Donc, si on n'est pas, si à ce moment-là, on n'est pas capable en tant que parent de, Ah ouais. allez, tu vois, on y va, on le raccompagne, et puis sereinement, on le raccompagne dans le sommeil. Chose qu'on peut pas faire 10 fois par nuit parce qu'on est épuisé, eh ben autant le garder avec soi et puis allez, c'est parti, hein, c'est pas. Ouais, Bah, c'est je suis clair. d'accord avec toi. Et Ouais, chacun fait comme ça dépend de ses priorités à chacun en fait. Chacun, ouais, mais c'est un vrai sujet en tout cas. Je sais que beaucoup de ouais, ouais. la pression pour accompagner toute la nuit, des fois 5 6 fois par nuit leur enfant dans leur chambre parce qu'on leur a dit qu'il fallait pas dormir avec leur enfant. Et tu vois, c'est peut-être Hmm, à mon sens pour rien en fait. Mais c'est une vraie question. C'est ouais. Chacun fait ce comme il peut ouais, surtout, hein. ouais, complètement. Une autre partie de questions aussi que j'ai recueillie de Kaby Trail et puis d'autres mamans, je pense.
sur le sujet des pleurs et comment accompagner des pleurs. Il y a différentes. Alors, Tabetra nous dit que pensez-vous de la méthode de laisser pleurer l'enfant en étant à côté et se manifester au bout de 2 minutes? Alors, moi, je ne connaissais pas cette méthode, mais j'imagine que c'est une méthode qui voudrait dire on fait comme si l'enfant pleurait pas, quoi. Enfin, je sais pas si c'est une méthode que tu as déjà J'ai pleuré. entendu. Ouais, c'est de laisser pleurer, mais moi j'entends plein de méthodes, laisser pleurer, partir 5 minutes, c'est 5, 10, 15, enfin je sais pas comment Ouais, s'appelle cette méthode, ou bien là, celle-ci qui dirait on reste à côté, mais on fait comme si on n'était pas là et puis on se manifeste au bout de 2 minutes. Moi je crois partager ton point de vue sur la présence aux pleurs de l'enfant, mais c'est vrai que c'est une question qui revient souvent de euh, si mon enfant pleure, c'est que je fais pas bien. Qu'est-ce que je fais quand mon enfant pleure? Et que signifient finalement les pleurs d'avant-sommeil de l'enfant? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? déjà, alors, il y a plein de points à voir. Déjà, si il est fréquent que les bébés pleurent avant de dormir. Alors, c'est pas du caprice, c'est pas de la manipulation, c'est pas qu'il veut pourrir la soirée du parent, c'est pas du tout ça, parce que des fois, on l'entend, ça, à demi-mot, hein, Mm, dans mm, l'entourage proche. En fait, ce qu'on sait, c'est que les pleurs ont une fonction de régulation. C'est-à-dire que les pleurs mm, de réguler, de rétablir une forme d'homéostasie dans le système nerveux de l'enfant pour passer du système de stress, où il arrive plein de stress le soir, avec la jaune dans les pattes, avec la fatigue, avec les stimulations qui sont vécues, au système de détente. Et donc, les pleurs permettent ce passage-là du système qu'on appelle justement sympathique au système parasympathique. Donc, c'est vraiment une fonction de régulation de, de, mm. de l'hormone de l'émotion, le pleur. Et ce qu'on sait par rapport aux réactions en pleurs, alors on n'a pas vraiment de connaissances sur l'impact de laisser pleurer un bébé sur le long terme. Ça, on ne sait pas en fait ce que ça fait. Mais du coup, on part sur un plan un peu plus psychologue du développement, où on sait qu'à la base, le pleur chez le bébé est un signal d'alarme. Généralement, c'est un système d'alarme qui s'active quand il y a un besoin insatisfait, quand il y a un stress, quand il y a une peur, ou quand il y a un besoin aussi de régulation, mais c'est encore autre chose. Et on sait que les êtres humains sont programmés, on est tous programmés quand un bébé se met à pleurer pour réagir. Donc c'est aussi horrible à écouter, c'est bien pour nous faire réagir. Ça, ce serait une petite mélodie super sympa, ce qui n'est pas le cas. Donc si notre cerveau est autant agressé quand un bébé pleure, c'est pour nous pousser à réagir. Et généralement, la réaction qu'on observe dans toutes les cultures depuis la nuit des temps face à un bébé qui pleure, c'est le rapprochement physique et la prise dans les bras. C'est comme ça en fait. Quand tu prends n'importe Ouais. quel homme dans la rue même qui est macho, qui veut pas d'enfant, qui ne connaît rien au bébé, et voit un bébé pleurer, déjà, petit 1, il serait pas insensible, et petit 2, il va se rapprocher de lui. Et petit 3, il se peut qu'il le touche quand même. Mm, Vraiment, mm. limite inscrire notre patrimoine de notre espèce pour perpétuer, pour augmenter les chances de survie du bébé. Donc, dans tous les cas, il faut réagir. Mais après, ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a plein de cas de figure où le parent est tellement lui-même, déjà tellement en colère ou tellement agressif ou tellement à bout de nerfs, qu'il ne peut plus calmer l'enfant. Et que si le parent à bout de nerfs se rapproche de l'enfant, il risque d'avoir un drame. Il se peut avoir un acte de maltraitance. Alors, je pense au bébé secoué, mais pas seulement. Il y a aussi des actes moins graves qui peuvent avoir lieu. Dans ces cas-là, quand le parent est vraiment à bout, je conseille aux parents de poser le bébé, de partir de la pièce, de se détendre, de faire redescendre le niveau émotionnel et de reprendre le bébé par la suite. Mais si le parent se porte bien, qu'il a encore de la ressource, que la maman n'est pas aux portes de la dépression postpartum, je conseille toujours aux parents de prendre le bébé dans les bras. Et s'il continue de pleurer, c'est pas grave, c'est juste parce qu'en fait, il régule sans doute l'homéostasie. Dans ces cas-là, il pleurer dans les bras. Oui. Aussi, il peut pleurer aussi en abondance parce qu'il y a un RGO ou une douleur, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, idéalement, on prend toujours l'enfant dans les bras quand il pleure et on laisse pleurer, mais dans les bras, sans Oui. forcément vouloir l'arrêter. C'est un peu l'idée. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est que le pleur n'est pas un échec, mais c'est que c'est une façon de réguler. C'est ça souvent qui est difficile à entendre par les parents parce que on sent que les parents sont d'autant plus démunis que l'enfant pleure, tu vois. Et du coup, ils considèrent le pleur comme un échec, alors qu'en fait, c'est une opportunité de réguler. Et ce qui va être utile, c'est la présence au pleur et le fait d'accueillir le pleur comme quelque chose d'utile pour passer à l'étape d'après qui serait l'apaisement et l'endormissement, quoi. C'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai que c'est fort. Enfin, quand on voit un peu les études, tu sais, il y a des enfants qui ont un tempérament hautement réactif, qu'on appelle comme ça, Mm, qui mm, plus que la moyenne, qui pleurent plus que la moyenne, qui sourient moins que la moyenne, donc c'est moins gratifiant. Ces enfants à l'autre bout qui sont des enfants qui sont dits plus faiblement réactifs, donc qui pleureront moins, qui crieront moins, qui souriront plus, qui seront plus facilement consolables. Et en fait, quand on va dans les recherches, on voit que les parents d'enfants qui sont hautement réactifs
ont un sentiment de compétence parentale qui est moindre que la moyenne. Oui. On se sent moins bon parent quand on a un bébé qui pleure plus que la moyenne. Et Mais oui, ouais. que, Ouais. en difficulté, c'est vrai que c'est vrai que le sentiment d'échec dont tu parles, je trouve qu'il est fort en fait. Et c'est vrai que souvent, Ouais. peur du bébé a une souffrance, ou à j'ai faim ou à une souffrance, et en fait, il y a plein d'autres raisons pour un bébé de pleurer, et du coup, c'est très positif, un mécanisme de régulation qui se fait. Tout à fait. Ouais. Ouais. Est-ce que dans cette même ligne, on pourrait aller... Oui, on a répondu à la question, hein, je pense. Oui, que pensez-vous donc de la méthode de laisser pleurer en étant à côté sans se manifester? Puis l'idée, c'est de pouvoir justement manifester sa présence à côté de Ouais. bébé. Donc, Après, ouais, je pense qu'on y a répondu. on voit en fait dans la théorie de l'attachement que pour favoriser la création d'un attachement sécure entre l'enfant, le bébé et l'adulte, il faut réagir aux signaux de détresse dans un laps de temps limité, stable et ajusté. Donc en fait, Oui. euh, on devrait systématiquement, quand on peut, répondre en plein dans un temps adapté. Mais voilà, Ouais. si la maman est en dépression, si le parent est fatigué, s'il y a un risque de maltraitance, on pose le bébé et on se barre, quoi. On fait une Et thérapie. on reporte. Mais oui. Ouais, 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 complètement. Ok. Est-ce qu'on fait est-ce qu'on peut faire des liens, donc c'est toujours la question de cette même moment, est-ce qu'on peut faire des liens entre la qualité de sommeil du bébé et l'environnement et le stress dans l'environnement, donc mère stressée, disputes fréquentes entre les parents, Oui, ouais, absolument. En fait, etc. on remarque que l'un des principaux comment dire, ennemis de la mélatonine, donc la mélatonine, plus l'enfant en a le soir, plus ça favorise son endormissement. On sait que une hormone qui risque de bloquer en fait la synthèse de la mélatonine, c'est le cortisol, qui est une hormone du coup qu'on appelle l'hormone du stress, hein, communément parlant. Mm. Et en fait, cette hormone du stress, on sait que par exemple, plus l'enfant dans la journée est soumis à des formes d'anxiété, à des changements de vie, à du stress familial, à du stress venant de l'acte Mm. aussi. Enfin, quand il vit du stress la journée, ça peut du coup amplifier son cortisol le soir et venir freiner, voire vraiment très freiner, la synthèse de la mélatonine le soir et du coup soit venir altérer l'endormissement de l'enfant le soir, ce qu'on remarque, soit aussi venir augmenter le risque de fragmentation du sommeil la nuit. En gros, en micro-réveil, au lieu de réenchaîner avec un nouveau cycle, il aura peut-être plus de Mm. mal à se rendormir. Et des fois, certains en fait, développent aussi des formes de mini-insomnie la nuit à cause d'un niveau de stress trop élevé la journée. En fait, des fois, l'enfant Oui, il dort très bien et des fois, il y a une acquisition qui arrive, un changement de vie. Pouf, il dort plus très bien pendant 2, 3 semaines et après, ça se régule et il dort de nouveau bien, comme pour l'adulte en fait, hein. C'est très proche du ouais, thème de l'adulte, hein. ouais, 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 donc ça a un impact direct en fait. Je dirais. Ouais. Après, c'est pas Mm. vraiment, c'est transitoire. Voilà, il faut l'accompagner, on peut faire des massages, des rituels le soir avant de s'endormir, mais effectivement, ça a un impact. Donc, la qualité du sommeil la nuit s'analyse beaucoup au regard de la journée, quoi, très clairement, Oui, comme pour la ouais, ouais, et moi. ouais, complètement. Peut-être Rangiku qui demande, ça revient un petit peu, on n'y a peut-être pas répondu assez clairement, mais que un bébé qui s'endort au sein, que faire? Est-ce que c'est, encore une fois, est-ce que c'est une histoire de perception ou est-ce que tu as des choses à dire par rapport à ça, endormissement au sein? Alors, ça, c'est une sorte de perception. Alors, il y a une chose qu'on sait, c'est ça sur le coup, qui est assez objectif, c'est que, disons que l'enfant, dans un contexte, il risque de vouloir rechercher ce contexte pour se rendormir la nuit. Ça, c'est une possibilité. Oui, oui. Donc, il faut une redondance de contexte d'endormissement et de rendormissement pour optimiser, c'est pas pour vrai, mais pour optimiser les chances de bon sommeil la nuit. Mais Mm, pour autant, on sait aussi qu'à l'endormissement sain, il y a de plus naturel. Enfin, je veux dire, l'enfant est proche de sa maman et c'est en sécurité. La sécrétion, voilà, les endorphines, peut-être aussi l'ocytocine fait qu'il y a un tas de détente qui est quand même assez important. Donc forcément, s'il est fatigué, il va se laisser glisser dans le sommeil. Donc c'est sur un plan physiologique et psychologique, l'endormissement au sein est extrêmement naturel. C'est juste qu'une fois de plus, si la nuit après, on veut qu'il dorme dans son lit tout seul, s'il se réveille sans la présence de la maman, ça va être plus compliqué pour lui peut-être de se rendormir. On risque plus oui, de ressusciter un vrai réveil nocturne. Donc pareil, ça dépend des enfants, ça dépend des parents, de leurs priorités. Mais si on veut que l'enfant passe des nuits tout seul dans son lit, on peut-être encourage à s'endormir autrement qu'au sein. Ou alors on peut l'endormir au sein quand il est petit, et après on change d'endormissement, de rituel d'endormissement. du rituel d'endormissement, c'est-à-dire qu'on, oui, voilà, on va s'ancrer dans une pratique de façon régulière et fiable, quoi, C'est ça. et prévisible. Intéressant Ouais. dans ce cas, dans le rituel, on peut optimiser des choses qui s'endorment par lui-même la nuit ou autrement, quoi. C'est ça le truc. Oui, ouais, ouais. Bon, après, il n'y a aucune recette miracle, malheureusement. Hmm.
Et donc, dans toujours cette même idée, c'est Clara qui nous demande donc son bébé de 6 mois qui s'endort au sein, justement. Euh, et du coup, quand c'est son conjoint qui essaye de l'endormir, il pleure plus, 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 plus. Combien de temps faut essayer avant de revenir le relayer? Moi, ce que j'entends dans cette question, parce que c'est aussi quelque chose qu'on voit souvent. C'est-à-dire que tant que le bébé il sent que la maman est à côté, déjà, c'est pas facile pour lui de mettre le sens de je suis avec le papa alors que ma maman est là et que d'habitude elle a son sein disponible et enfin, c'est pas une réponse que tu pourras apporter, mais moi c'est ce que ça m'évoque. Bon, ça, c'est vraiment très compliqué, en fait. C'est Mm. même pour la maman elle-même, en fait, hein. Entendre son bébé pleurer à côté, alors qu'elle pourrait, le voir, c'est vrai que c'est très compliqué. J'ai Ouais, des moments qui sont très mal vécus par les parents. En fait, apparemment, les parents veulent vraiment changer de rituel endormissement et qui veulent extraire le sein du rituel, voilà, pour optimiser peut-être l'endormissement de l'enfant la nuit. Sans sein, dans ces cas-là, je conseille vraiment aux mamans, si elles peuvent, que ce soit le coparent, donc là, en l'occurrence, le papa ou l'autre maman, mais en tout cas, soit l'autre parent qui n'allaite pas, qui prenne l'enfant et qui le gère de A à Z. mais loin. Ouais, C'est beaucoup plus simple. Sinon, c'est trop compliqué pour le parent, enfin, pour la maman allaitante et pour le bébé qui est là, avec la proximité de la mère. Ça vraiment, ça rend encore plus compliqué le problème. Déjà, qui est à la base très, très tendu. Mais ouais, c'est le coparent qui gère. oui. Et bon, Et puis ça n'a du sens que si le coparent s'éloigne de la mère, ouais, c'est ça. euh, et, ou alors prenne le relais quand la mère n'est pas là, parce que c'est ce que tu dis, sinon c'est tellement pas naturel que c'est difficile pour l'enfant de le comprendre et de... Ouais. Donc, l'homme optimise, Ouais, ça réussisse, mais ouais, tout à fait. Donc, la mère ouais, repose dans ton lit toute seule. Et là, c'est l'autre parent qui gère tout. ouais, voilà, c'est ça. Et puis peut-être un petit clin d'œil aussi à nos collègues professionnels de la petite enfance, parce que j'en ai vu quelques-uns intervenir. On a souvent la question de nous à la crèche ou chez l'assistante maternelle, c'est plus compliqué avec les enfants autour du sommeil quand ce sont des enfants qui ont l'habitude d'être endormis au sein ou qui ont l'habitude d'être endormis au bras. Et bon, moi j'ai une partie de la réponse de par mon expérience, mais qu'est-ce que tu Ah, pourrais dire de ça? ah oui, c'est pas mal. Oui. Alors, c'est vrai que souvent, c'est une peur. Alors, c'est marrant que quand on annonce aux pros d'une crèche, même une asthmate, que l'enfant est en maternage proximal à la maison et qu'il est endormi au sein de la maison, déjà, enfin, tout le monde se raidit. Clairement, tout le monde a très Mm. peur. On se dit, mais comment on va faire pour l'endormir à la crèche? Ça va être très, très long. Ouais. Et là, ça dépend vraiment. Enfin, après, ce que tu en penses, tu me diras, mais moi, ça dépend vraiment beaucoup des enfants et de leur tempérament surtout et leur capacité Mm. à être plus ou moins flexible au changement de rituel. Il y a des enfants, Oui. on était sûrs 100%, enfin, les pros étaient sûrs à 100% que ça allait être foireux, que l'enfant allait pas s'endormir à la crèche, que ça allait être très compliqué. L'enfant s'endormait crème très facilement, vraiment très rapidement. En fait, il était très flexible et il avait un tempérament moins réactif que la moyenne peut-être et du coup, il était plutôt cool. Et d'autres enfants qui sont en matage 10 minutes endormis au sein de la maison et qui pour autant ont des difficultés de sommeil à la crèche ou chez la SMAT. Donc ça, c'est vraiment pour moi enfant dépendant et pas famille ou rituel endormissement dépendant, à mon sens. Oui. Oui, oui. Parce que Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis aussi, c'est aussi dépendant, mais comme tu l'as dit au début, de l'équipe et des craintes et puis des préjugés. Parce que, en fait, on a souvent conscience et confiance au fait que l'enfant prenne les habitudes de la structure euh, ben, et fasse la différence entre ce qui se passe à la crèche et ce qui se passe à la maison pour plein d'autres choses. Et puis là, à ce moment-là, on a la peur que ça vienne nous envahir et nous gêner presque, tu vois, et le gêner lui, alors que finalement, c'est un nouveau lieu, des nouvelles personnes et d'autres habitudes à prendre qui vont être possibles avec la rassurance de ceux qui la proposent, quoi, tu vois, et donc les professionnels à qui on a pu lever des peurs et des craintes. Ouais. du coup, enfin, parce qu'il y a beaucoup de mamans en fait, des mamans qui me demandent est-ce que du coup je dois le faire avant la crèche par exemple, ou est-ce que je dois ne plus dormir avec lui avant la crèche. Comme ça, c'est assez. Oui, voilà. Bah oui. Ouais. Donc, alors, je conseille toujours de vivre leur parentalité à fond. Enfin, je veux dire, Mm. je leur dis, mais laissez tomber, c'est à nous, professionnels, nous adapter la configuration à vos choix plutôt que l'inverse. On ne va pas commencer Bah oui, c'est ça. le maternage pour adapter aux crèches. Enfin, c'est vrai que ce serait le monde à l'envers, quoi. Ouais, 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 complètement. Donc, Ouais. ça va. L'être humain est flexible. Mm. Ouais. Et peut-être une question en lien avec, pour rester avec, il y a mon fils qui fait le chronomètre. Tu veux entendre aussi, tiens. Il veut t'entendre, Héloïse.
Et donc peut-être un lien avec les siestes justement, parce que un échange que j'avais eu avec toi, c'était des questions qui reviennent souvent par rapport aux siestes, par rapport au rythme des siestes, par rapport à l'impact des siestes sur la nuit de l'enfant Oui. et l'heure des siestes on y a répondu un petit peu en début de live, c'est-à-dire que ce qui va être intéressant et important, c'est de voir le nombre d'heures au niveau de la journée Oui. de l'enfant et puis peut-être se référer aux statistiques officielles du besoin de sommeil de l'enfant en fonction de son âge et de son développement. Mais est-ce qu'on peut donner peut-être un peu plus d'éléments sur, et notamment pour les enfants après 1 an, tu vois, qui commencent à faire des siestes assez tard dans l'après-midi et l'impact que ça peut avoir sur les nuits? La fréquence, la durée, qui est très variable. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ça? Alors, vrai sujet. Alors, notamment pour les enfants, alors à 1 an encore, ça se joue pas trop. À 1 an, ils peuvent se rendormir le soir, ça arrive alors 1 an. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'au-delà de 24 mois en moyenne, donc c'est vraiment à la louche, ça peut être avant, ça peut être après, c'est très enfant dépendant. Mais on remarque qu'une sieste trop tardive et ou trop longue, effectivement, peut impacter le sommeil nocturne. C'est-à-dire impacter Oui. le temps d'endormissement, ça peut être beaucoup plus long, ou alors le nombre de réveils nocturnes, ou alors la durée du sommeil nocturne. Au bout d'un moment, le sommeil n'est plus extensible. Alors, si l'enfant est dort Mm. la journée, alors qu'habituellement, il dort 1 heure, pour un enfant de 3 ans, je ne sais pas, la nuit, il est potentiellement probable qu'il dorme beaucoup moins, enfin, qu'il dorme 1 heure, 1 heure et demie de moins, en fait. Donc, Oui. pendant très longtemps, à la petite enfance, on disait, mais on ne réveille jamais un enfant qui dort. Oh, c'est affreux, c'est horrible, c'est un film d'horreur. Et en fait, si, c'est-à-dire qu'on ne va pas le réveiller, mais Mm. quand on sait que la sieste trop longue et ou trop tardive d'un enfant vers de 2 ans et demi, 3 ans va commencer à impacter le sommeil nocturne, on sait que le sommeil nocturne est à privilégier dans certaines mesures, où on va venir l'écourter. Ou en tout cas, Oui, ou en tout cas, ne pas permettre qu'ils reprennent un autre cycle de sommeil, peut-être. C'est ça, au moment de la transition, d'être vigilant ouais, et de lui permettre de. C'est ça. c'est pas qu'on prend le Oui. retourne et on dit tu vas dehors, non. Ouais. Oui. Et on guette un peu les signes de micro-réveil et là on a du réveil en fait, c'est ça. Oui. Ça, Et ce qui peut aider, oui. Et ce qui peut aider, ça c'est à la maison et à la crèche, peut-être de pas proposer une pénombre pleine, quoi, tu vois, de pas mettre les salles de sieste, ouais, voilà. tu vois, complètement dans le noir total. Enfin, on peut voir encore ça, hein, ou bien des parents qui proposent la sieste dans la chambre, mais les volets fermés, et qui peut entraîner, tu vois, le fait que des cycles se suivent et amènent des siestes, tu vois, qui durent longtemps l'après-midi. Les biologistes œuvrent pour une sieste, alors pas forcément de la clarté totale parce que c'est difficile la totale, mais en tout cas Mm. c'est qui laisse encore entrevoir de la lumière et donc il faut que l'enfant puisse encore percevoir le ciel lumineux pour comprendre en fait qu'il est encore en pleine journée. Effectivement, Oui, mais il est trop calqué sur la nuit, ouais. ouais, Tout ouais, à fait. Donc le mieux oui, c'est trois quarts avec quand même une certaine clarté dans la pièce. ouais. Et est-ce que tu es d'accord que, parce que c'est des conseils que j'ai eu à donner, mais quand on a l'impression comme ça que les siestes deviennent de plus en plus tardives, peut-être de reprendre entre guillemets le contrôle sur l'insistance des rituels du soir Mm. pour pouvoir essayer de regagner peut-être un rythme par le moment du coucher, pour faire en sorte que ça ne repousse pas trop. Parce qu'un rituel rassurant toujours à la même heure le soir va permettre à l'enfant de se laisser aller peut-être et d'organiser sa nuit à partir d'un coucher régulier, tu vois. Et peut-être que ça pourrait avoir des conséquences sur le rythme de journée par la suite. Mais en fait, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est le deuxième grand conseil qu'on donne aux familles pour favoriser c'est la régularité. En fait, la régularité Hmm. horaire de coucher, c'est important, effectivement. On ne va pas coucher un enfant le soir à 20 h, le lendemain à 22 h, idéalement, si on peut, mais je sais que la vie sociale, et en même temps, des fois, c'est plus difficile. Mais c'est la régularité des horaires de réveil. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants, et là, ça va venir impacter la sieste, hein, il y a beaucoup d'enfants, par exemple, la semaine se lève à 7 h, je sais pas, 7h10, et le samedi, il n'y a pas école, boum, il se lève à 9 h. Je caricature, hein, mais Hmm. donc, du coup, des fois, la sieste va être impactée. Parce que plus le réveil est tard le matin, plus la sieste risque d'être tardive l'après-midi, plus le réveil sera tardif et plus le soir après, l'enfant s'endormira tard. Et du coup, son cycle de sommeil, des fois, est décalé en plein milieu de semaine quand c'est le mercredi, quand il n'y a pas école, par exemple, ou pas crèche, ou alors le week-end. Donc, effectivement, Ouais, en fait, faut se dire que c'est l'heure du réveil du matin qui va impulser, en fait, la composition du sommeil sur le reste des 24 heures. Ça ouais, ouais, ouais. être Hmm. lié en fait. Et même Hmm. le week-end, c'est horrible hein, ce que je veux dire. Hein. Mais genre pas trop se décaler de 2 heures le week-end.
ça m'arrange pas de maman, donc je sais ce que c'est de se réveiller le week-end, mais c'est l'idée en fait. En tout cas, si on a un Ouais, ouais. bien ou qui a du mal à s'endormir le soir, il faut demander conseil d'être régulier le matin, même le week-end. Mm. Ok, super. C'est ça, franchement. Merci beaucoup. Peut-être pour conclure, une dernière question et qui fera le lien avec ma proposition de conclusion. Donc, c'est Tree Earth City in My Life qui dit d'abord merci Héloïse pour vos livres, ce sont des pépites. Que pensez-vous des consultants de sommeil qui prônent l'accompagnement des pleurs pour que l'enfant trouve sa stratégie de sommeil? Et puis, en prolongation de cette question, moi, je te demanderais quel conseil tu donnes aux professionnels ou aux parents qui veulent aller au-delà, s'informer sur peut-être sur des formations un peu plus longues concernant le sommeil de l'enfant. C'est vrai enfin, j'ai un peu du mal à trouver des choses fiables pour leur proposer d'approfondir le sujet. Alors, pour la deuxième question, ça va être compliqué. Donc, Alors, pour la première, d'accord. coach du sommeil, alors ça dépend. Les coachs du sommeil, il y en a des super, franchement, et il y en a des terribles. Franchement, il y a de tout. Comme Ouais. c'est pas, voilà, il n'y a pas une seule formation. Il y a des personnes qui se forment de manière hyper pertinente à propos et des conseils plus pertinents que le pédiatre de l'enfant, par exemple. J'en ai vu plein. Il y en a d'autres. Ça dépend vraiment en fait du profil de la personne, de sa formation, de sa rigueur, de plein de choses. Et là, c'est quoi en l'occurrence le conseil que tu mettais en avant pour cette coach du sommeil dans la question? Alors, donc, qui proposait Ouais. à l'enfant de trouver sa propre stratégie. Attends, j'essaie de retrouver. Ouais, Touc, 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 touc. Alors, qui prône l'accompagnement des pleurs pour que l'enfant trouve sa stratégie de sommeil. c'est-à-dire quoi? Prenez l'accompagnement des Je pleurs. sais pas, moi, j'ai l'accompagnement des pleurs, c'est-à-dire, enfin, j'espère, l'accueil des pleurs. le, L'accueil des pleurs, un peu comme on a. Je sais pas si tu es encore là, Tree Earth in My Life, de nous en dire un peu plus. Parce qu'il y en a qui peuvent laisser juste Hmm. le laisser pleurer dans la vie. On des conseils, sauf si Ouais. Ouais. particulière. Après, pour cette question-là précisément, je vois pas de quoi retourne, hein, en l'occurrence. Ouais. Bon. En tout cas, Je crois qu'elle est partie parce qu'elle nous en dit pas plus sur ce bien sujet, mais faire attention quand on va voir. Alors, on peut les voir un coach du sommeil, ça peut être très intéressant. Mais dès que le coach du sommeil nous propose de laisser pleurer le bébé pour qu'il fasse ses nuits, pour qu'il fasse enfin, fasse ses nuits entre guillemets, hein, de toute façon, je l'aime pas, mais pour qu'il enchaîne des heures de sommeil, là, on reste vigilant. C'est-à-dire que c'est pas, en l'occurrence, oui, pas des propos qui seraient basés avec les connaissances actuelles sur la psychologie du bébé. Clairement pas. oui, Euh, oui, ouais. pour moi, c'est le seul élément. Après, il y a d'autres trucs qui peuvent être mis en place, mais c'est moins important. Mais en tout cas, ça, c'est un signe qui nous montrerait que la pro, la spécialiste, la coach n'est pas assez, je trouve, sensibilisée à la question. Idem C'est ça, oui. Hmm. pour un médecin généraliste aussi, hein. On a compris qu'on ne peut pas autonomiser l'enfant en le laissant seul face à ses pleurs, quoi. Ouais, Il ce n'y a serait pas de. superficiel en fait, ce qui ne serait pas Ah oui, oui, une autonomie réelle où on aurait répondu aux pleurs de manière régulière. C'est ça. ouais, ouais. Et pour la formation dont tu parlais, alors les formations qui seraient qualifiantes, diplômantes ou intéressantes, je sais qu'il y avait un DU qui a été mené en Belgique. D'ailleurs, on m'a proposé d'y intervenir, mais j'ai plus les coordonnées exactes. Je sais juste que c'était belge, cette initiative qui était chouette, Oui. et l'intervenant qui était très bien. Mais sinon, j'ai pas de. C'est plus des DU en fait, je pense qu'on me pose la question. Mais sinon, j'ai pas d'autres formations en tête. J'ai pas en tête de formation en tout cas. Ok. Enfin, j'en Bon, propose, si. mais sur une journée, Oui, c'est court, donc c'est c'est pas ça. façon comme on pourrait avoir sur un an ou deux de DU, par exemple. Ce serait beaucoup plus, bien sûr. Mm. Bon, je continuerai à relayer tes formations quand où je peux anticiper et puis on partagera. Oui, tu entends mon horloge. Attends, chérie, j'ai pas fini. Bon, je te remercie beaucoup, beaucoup, Héloïse, pour tout cet échange super riche, comme toujours. Et puis, je mettrai en ligne le replay de ce live-là pour les personnes qui n'auront pas pu y participer en entier. Et puis, voilà, on reste à leur disposition si besoin, et particulièrement moi, en tout cas, pour d'autres questions sur le thème. Et je relayerai. Ça marche. Bah, merci à tous du coup et belle journée à tout le monde alors. Et à la prochaine et Oui. à tous ceux qui ne font pas leur vie. C'est-à-dire nous.
C'est ça, nous toutes, nous tous. À bientôt, Héloïse. Merci encore. Et merci à tous pour votre participation. Il est un déjà, il est déjà un.